qui est ici, donc de la rédaction de Mediapart. L'idée, c'est peut-être de ce qui est la particularité de ce livre, c'est que c'est un peu comme un roman sur le, enfin, comment dire, quand on va voir Titanic au cinéma, c'est-à-dire qu'on connaît, alors nous on ne connaît pas la fin, mais on connaît déjà très bien l'histoire. Donc la difficulté, c'est que selon notre centre d'intérêt pour cette affaire au rebondissement que même justement un scénariste aurait pu considérer comme étant un peu surchargé et que je pense que voilà, les canaux de télévision au cinéma ont suggéré d'alléger un peu de la couleur d'intervenants aussi caricaturaux. Il n'empêche que c'est une affaire qui affecte quelque chose qui vont aussi à l'économie, dans la famille, l'État, peut-être même la finance internationale, si M. Mador s'invite un peu plus tard dans le dispositif. Et donc c'est une affaire effectivement extrêmement riche. Ça c'est effectivement cette première spécificité. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de précédent dans notre actualité judiciaire d'avoir avec ces enregistrements un support numérique. C'est-à-dire qu'effectivement on a un support de grande qualité puisque grâce à la qualité d'enregistrement et avec également une très grande proximité de date. Et donc voir ce que ça change quand on a, quand quelqu'un vous dit non, je n'ai pas prononcé cette phrase, et qu'on a un enregistrement numérique qui date de quelques semaines auparavant, voir ce que ça change, effectivement, quand on enquête et quand on a à soumettre, à interroger les différentes parties prenantes. Alors merci en tout cas à Fabrice Lhomme et ses deux pères, Luc Henel et Fabrice Sarti qui vont nous joindre. Se prêter à cet exercice, il dit étant peut-être de dire un peu comment cette histoire est née, comment elle a été vécue, comment vous en êtes saisi. Et puis après, on sera dans une réflexion, sachant que nous avons une innovation dans ce dispositif, qui est que nous avons ouvert la possibilité à des internautes de poser des questions et la solution ici, donc en fonction effectivement de beaucoup d'annonces, on pourra faire appel à leurs éventuellement commentaires et questions. Dernière information paroissiale, ce livre qui effectivement n'est pas encore commercialement sorti, sur la semaine prochaine, si vous souhaitez l'acquérir, il est à l'entrée. C'est effectivement de rentrer dans le livre du sujet, ça va être fait, mais c'est à vous. Pour vous laisser le temps de poser des questions, je vais essayer de faire un peu court en introduction de manière qu'on puisse échanger, je pense que c'est intéressant. Juste pour dire que l'idée du livre, en fait, elle s'est imposée assez rapidement par rapport au fait que quand on a sorti cette histoire, c'était parti au mois de juin, on s'est très vite rendu compte qu'on avait mis la main, j'allais dire presque involontairement, sur quelque chose d'énorme, qui nous dépassait, c'était très vite l'histoire a pris des proportions gigantesques, avec des ramifications dans tous les plans et des ouvertures inattendues. Et je pense qu'on a tous été à Mediapart beaucoup sollicités soit par des confrères, ou soit par des proches, des amis, etc. Sur cette affaire, c'est-à-dire sur comment on a parlé sur cette affaire et surtout comment expliquer qu'à partir d'une simple histoire de famille, je pense que ça a été cette affaire, comment à partir d'une simple histoire de famille, on peut déboucher sur l'affaire d'État. Je pense que c'est là. Voilà, c'est ce qui nous a le plus nous frappé. Et toujours, oui, vous êtes sur une histoire entre une vieille dame et son protégé qui veut prendre de l'argent, etc. Et on ne comprend pas bien que vient faire l'État là-dedans, l'histoire de fraude fiscale, l'histoire de fiscalité au sein de la justice, etc. Donc très vite, on a eu en quelque sorte un décalage entre la perception de l'opinion publique qui avait une histoire fascinante, extraordinaire, et le fait qu'on n'arrive pas à remettre les pieds qui peuvent de manière cohérente. Nous-mêmes, évidemment, en tant que journalistes professionnels, qui qu'on a lié dans l'émission du mois de juin, on voit très bien toutes les ramifications de cette histoire, mais de fait, je pense que le grand public n'a pas forcément la vision totale. Donc on s'est dit qu'il fallait peut-être réunir tout ce qu'on avait pu produire comme éléments et remettre en forme et remettre en scène, y ajouter des textes inédits qui sont notamment au début et à la fin, qui sont notamment des textes de remise en perspective, qui redonnent bien les chances de l'histoire, pour répondre en fait à cette, en quelque sorte à cette demande que moi j'ai ressenti personnellement à un nombre de reprises, c'est-à-dire c'est une histoire qui a l'air vraiment formidable, mais à force on ne comprend plus rien. Du moins on se mélange, on ne voit pas est-ce qu'il y a vraiment un rapport
entre cette vieille dame qu'on essaie de filmer, pour résumer, et le financement de la campagne de Sarkozy, et comment dirais-je, le passage des rivers au ministère du budget. Voilà, c'est des choses qui nous reviennent sans arrêt, et je pense que c'est légitime, parce que de fait, il y a, en apparence, on est dans des univers très différents. En réalité, il y a un point commun. C'est l'histoire, c'est ce qu'on a essayé de faire surgir, et dans les départs, on l'a fait surgir article par article, papier par papier, révélation par révélation, par petit. Pour avoir on va dire, la vue d'ensemble, il y avait un lien. Je pense que c'était absolument nécessaire. Et qui est, à mon avis, très intéressant, c'est que, bon, moi j'ai écrit une grande partie des articles qui ont été publiés dans les départs, bien sûr, notamment de volet judiciaire, avec des parties. Les autres membres de la rédaction des départs qui sont mis sur les autres aspects, des aspects politiques, des aspects politiques à d'autres travailler, d'autres journalistes encore. Et il est évident que moi, avant d'avoir vu ce produit fini, j'avais soit écrit, soit lu tous les articles. Et bien pour autant, il y a la sensation est vraiment très différente et très forte quand on lit le livre, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que toute la cohérence qu'on a connue, qu'on a en tête et qu'on n'a pas pu exprimer, elle s'exprime maintenant à travers ce livre. Et je pense que oui, c'est un scandale d'État, oui, c'est une affaire absolument énorme, et pour savoir pourquoi, je pense qu'il faut reprendre tout dans l'ordre. Et c'est ce qu'on a fait, et on l'a fait de manière, je pense, assez originale, car c'est pas uniquement chronologique. Ça commence pas le 16 juin, c'est-à-dire le 15 septembre. Et chapitré, avec des grandes thématiques qui se dégagent de l'histoire. Donc il y a les financements politiques, il y a la problématique de l'indépendance de la justice, qui est une histoire, l'histoire fiscale, mais l'affaire plus personnelle entre Madame de Goncourt et François-Marie Gagné. Donc voilà, on a essayé de faire ça par thème, de manière à rendre les enquêtes en ouvrage plus faciles. Et encore une fois, c'était vraiment notre obsession, avoir la certitude que les gens vont s'y comprendre. Voilà, c'est l'ambition du livre. Je ne suis pas sûr que c'est la première, parce que d'après tout, c'est une histoire qui part dans tous les sens. Et je pense vraiment qu'on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a fait. C'est une vraie mise en scène, je pourrais pas dire définitive, pour le coup, parce que l'histoire promet encore d'autres rebondissements, mais je pense que le décor est en fait, il ne changera plus. On voit bien à quoi on a affaire quand on se reprend sur l'histoire. Je pense que ce livre permet d'avoir cette vision d'ensemble sur la terre. Voilà. C'est l'affaire Bettencourt plus que Bettencourt, où de toute façon c'est le nœud, c'est ça reste cette famille. C'est ça, exactement. C'est ce que je pense contre le livre. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant. On entend très souvent maintenant l'affaire Bettencourt, un peu le mot clé dans les médias. Je pense que c'est une erreur. C'est pas par hasard non plus, je pense qu'on est passé dans l'opinion publique ce message que c'est une affaire plusieurs Bettencourt, parce que je pense que ça rend beaucoup de gens de limiter cette histoire finalement à Eric Fleur qui a fait démontrer, non pas ma versation, c'est un terme un peu excessif, mais des erreurs, des irrégularités qui auraient commis, etc. Non, c'est une affaire Bettencourt dans laquelle Eric Fleur joue un rôle, et ce n'est qu'un maillon de la chaîne. J'allais dire même Nicolas Sarkozy, qui est quelque part le personnage le plus en vue de l'histoire, c'est l'élément le plus spectaculaire, mais même quelque part Nicolas Sarkozy, lui-même n'est qu'un acteur, c'est pas forcément l'acteur principal. Simplement, le fait qu'il soit aujourd'hui président de la République donne évidemment à son rôle une importance particulière, c'est évident. Mais on voit bien à travers tout le récit qu'on fait des visites régulières sur les Bettencourt depuis des dizaines d'années, la chose politique, soit François Mitterrand, Bernadette Chirac, etc., de toute époque, de tous les régimes et de tous les partis, avec derrière des distributions d'enveloppes assez régulières, on voit bien que c'est quelque chose qui dépasse du coup Éric Woerth évidemment, et même Nicolas Sarkozy. C'est évident. C'est pour ça, encore une fois, on doit revenir sur le site, c'est effectivement une affaire d'État, mais d'autant plus intéressante que ce n'est pas une affaire d'État, on va dire, qui met uniquement en cause la présidence Sarkozy. Il se trouve qu'il y a des éléments importants qui mettent en cause cette présidence,
Mais il y a des choses qui sont se remettre à quelques mois d'emploi et qui sont tout à fait dérangeantes pour la classe politique française. Justement, est-ce que c'est nouveau, la rupture, c'est cet enregistrement? Ça veut dire que là où avant on était dans l'économie grise, on était dans l'inflation parisienne, ou même médienne, si on va jusqu'à les particuliers des encours, la difficulté maintenant, c'est qu'il y a cet enregistrement sur la durée. Sur la durée, de manière exhaustive. Donc effectivement, c'est le révélateur des mœurs auxquelles, et c'est ce qui fait que voilà, on entre inévitablement dans une nouvelle ère. C'est évidemment que le secret d'affaires en réalité, c'est qu'on a été face à un élément absolument inédit. Alors moi j'avais connu un petit peu, une chose un peu similaire il y a 10 ans lorsque j'étais au monde, parce que j'avais traité la fameuse cafette numérique, les professions posthumes en vidéo de l'ancien financier occupe d'RTR. Il y avait un peu ça aussi. Hein. La différence c'est que l'homme était mort, et fait que l'évoqué était très ancien. Et qu'il avait plus parce que c'est lui qui parlait de cette caméra. Et par ailleurs, il faisait sa communication. Même si le sujet était élitique, et voilà, parfois pas mais pas des éléments assez forts. Là, effectivement, c'est actuel, c'est la différence, les personnages sont encore là, ils sont encore en poste, il y a des postes très importants. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de stratégie de communication derrière, dans ce qu'on entend. Maintenant, il y a aussi un élément, on le dit dans l'ouvrage, on l'a écrit dès le départ en Médapart, on l'a écrit pas caché, il y a un élément particulier qui fait qu'on ressent pas que même, qu'on lance une certaine gêne lorsqu'on a lancé cette affaire. Ça peut cacher le fait de diffuser des enregistrements clandestins, c'était un problème. Donc on s'est interrogé dès le départ. Même moi, pour vous dire spontanément, je me rappelle très bien lorsque j'ai su l'existence de ces bandes, je ne les avais pas encore, on a vu ça, là, contact, on a appris que c'était des enregistrements clandestins qui existaient, et qu'on avait peut-être moyen de les récupérer. Je me souviens très bien de la recherche de Frédéric Artis, et je lui ai dit spontanément, bon, ben, évidemment, je vais voir ce que c'est, parce que les journalistes, je vais voir. Mais moi, je ne le sens pas, et je lui ai dit, moi, je pense que c'est pas un peu pareil. Donc, voilà, simplement, après, ce qui se passe, c'est qu'on a pu discuter. Quand on écoute, on change un peu d'avis, parce qu'on a quand même là un trésor, et puis on a eu aussi une discussion collective, que moi je faisais dans un Mediapart, chacun a posé ses mails, les membres de la rédaction, et il y a eu, je peux vraiment dire, l'unanimité en fait, mais de manière unanime, il a été décidé qu'il fallait publier. Et pour moi c'était important et intéressant, parce que les rédactions, même une petite rédaction comme Mediapart, mais les 25 journalistes, il y a des personnalités, il y a des gens qui travaillent dans le secteur, etc. Et moi, le travail que je fais avec la Rotary, c'est un travail d'investigation, comme je dis. On n'a pas toujours, sans mauvais jeu de mots, on n'a pas toujours bonne presse, y compris dans la profession, y compris dans les journaux pour lesquels on travaille. Et je sais que sur certaines histoires que j'ai pu découvrir, je sais que parfois, à Mediapart, il y a des journalistes qui avaient un peu des réserves en disant, oui, par exemple, là on a reproduit un rapport de police, est-ce que c'est nos travaux, etc. Discussion légitime. Hein. Donc, quand on a mis le sujet sur la table, le sujet de l'enregistrement, moi je m'attendais très sincèrement à qu'il y ait une opposition, que les gens disent non, on ne peut pas faire ça, etc. Ben non, tout le monde, quel que soit ses parties, ses présupposés, tout le monde s'est trouvé pour dire qu'on ne pouvait pas publier. Donc moi le seul exemple que je pourrais prendre sur ce point, c'est de dire que demain, un ancien conseiller de la partie, par exemple, c'est lui que m'amène une bande, il a placé un micro au bureau du président pendant un an, j'aurai le même réflexe, spontanément je suis très gêné, c'est vraiment un procédé totalement déloyal, mais journalistiquement, je peux imaginer que ces enregistrements obtiendraient forcément des informations formidables, c'est forcément formidable. Donc voilà, on s'est trouvé un peu dans